Marie-Thérèse Sombo. Elle est professeure associée du département de neurologie, comme domaine de recherche, neurodéveloppement, neuropsychologie, neuroinfectiologie, épilepsie et santé mentale. Comme cours dispensé, neurophysiologie et neurologie. À ma gauche, vous avez le professeur Bertha Aïga. Elle est professeure associée du département d'anesthésie et réanimation, comme domaine de recherche, accident anesthésique et statistique bayésienne, et des études secondaires sanctionnées par un diplôme d'État en 2007. En 2011, elle est admise à la faculté de médecine de l'Université protestante au Congo et obtient en 2015 le diplôme de docteur en médecine avec mention grande distinction. Le docteur Gracia Likina Ilondo a passé cet avant-midi une épreuve théorique et une épreuve pratique. C'est ainsi qu'elle est autorisée à présenter devant le jury son mémoire de spécialisation intitulé « Apport du Doppler transcrânien dans la prise en charge initiale du traumatisme crânien grave », cas de l'hôpital Timok de Marseille. C'est de la méthode ou de l'entreprise. Ce traitement immédiat nous permet de corriger rapidement la baisse de la pression de perfusion cérébrale, mais aussi de gagner du temps nécessaire pour la réalisation des autres examens, tels que le scanner. Cependant, cette stratégie a très peu été évaluée. La stratégie que voici. Lorsqu'on a un Doppler transcrânien avec un débit sanguin cérébral qui est bas, on rétablit la pression de perfusion cérébrale par une osmothérapie ou des vasopresseurs. Et lorsqu'il est conservé, on a d'autres priorités, comme celle de réaliser un scanner ou de poser le diagnostic. L'étude principale de laquelle nous partons avait porté sur 24 traumatisés crâniens, dont 46% avaient une baisse de pression de perfusion cérébrale, soit une ischémie, et avaient reçu un traitement pour corriger cette baisse rapide de pression des perfusions cérébrales. Par contre, il est important de noter que la pression artérielle moyenne n'était pas différente chez ceux avec risque d'ischémie cérébrale et ceux avec Doppler transcrânien normal. Et le Doppler transcrânien avait permis de dépister les patients à haut risque d'ischémie cérébrale. Il y a quelques travaux qui ont été réalisés sur l'utilité du Doppler transcrânien par certains auteurs, tels que Malquire, qui a relevé 62% de mesures anormales du Doppler transcrânien dans la phase post-traumatique du traumatisme crânien grave, et Travol, qui a établi une association entre les présences d'anomalies dans le Doppler transcrânien et le pronostic vital défavorable des patients. Ziegler a établi une conformité pour les seuils d'hypoperfusion cérébrale, soit un index de pulsatilité supérieur à 1.4, une vitesse diastolique inférieure à 20. Cependant, à ce jour, les études qui ont évalué le Doppler transcrânien sur le plan pronostic, diagnostic et thérapeutique sont très peu nombreuses pour que la question soit considérée comme réglée. Quelle est la situation dans notre pays? Dans notre pays, le Doppler transcrânien n'est pas une pratique de routine, pourtant l'incidence et la mortalité des traumatisés crâniens est élevée. Si Alana a évalué la prise en charge des traumatisés crâniens graves avec atteinte crânio-encéphalique, il a trouvé que les pratiques elles étaient sous-optimales, mais surtout que le décès en réanimation était très important, soit de 90%. Et aucun patient n'avait bénéficié d'un facteur de pic. C'est pourquoi nous pensons que le Doppler transcrânien dans nos conditions pourrait être une bonne alternative. Et c'est dans ce contexte que nous avons réalisé cette étude au centre hospitalier universitaire Timok de Marseille, en vue d'envisager la possibilité, le cas échéant, de la pratiquer dans nos conditions en République démocratique du Congo. L'objectif général de notre étude était d'évaluer l'apport du Doppler transcrânien dans la prise en charge initiale du traumatisme crânien grave. Nous avons eu des objectifs spécifiques, ceux de déterminer la fréquence des patients avec risque d'ischémie cérébrale au Doppler transcrânien,
de déterminer les caractéristiques des patients avec Doppler transcrânien anormal que nous avons considéré comme groupe 1 et ceux avec Doppler transcrânien normal de groupe 2, mais aussi de décrire la prise en charge de ces patients dans chaque groupe. Nous avons eu aussi comme objectif de comparer les valeurs de vitesse moyenne, de vitesse diastolique et l'index de pulsatilité avant et après optimisation de la pression de perfusion cérébrale par Doppler transcrânien. Et enfin, d'évaluer le pronostic fonctionnel à travers le score de Gauss et le pronostic vital par la mortalité des patients à 30 jours en fonction de l'évaluation initiale de la pression de perfusion cérébrale par Doppler transcrânien. Monsieur le professeur président du jury, Madame le professeur secrétaire du jury, Monsieur et Madame le professeur membre du jury, Auguste Assemblée, quelles ont été vos méthodes? Nous avons réalisé une étude de cohorte prospective du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 au service de réanimation du centre hospitalier de la Timone, qui a une capacité de 32 lits, mais aussi un personnel conséquent, ainsi que des équipements nécessaires pour prendre en charge les patients. Notre population d'études était constituée de tous les traumatisés crâniens à vue le service de réanimation pendant la période d'études, et nous avons réalisé un échantillonnage exhaustif avec recrutement consécutif des patients. Qui avons-nous inclus? Nous avons inclus tous les traumatisés crâniens qui avaient un Glasgow inférieur à 8 et qui se sont retrouvés en réanimation du centre hospitalier universitaire de la Timone pendant la période d'études, mais aussi les patients qui avaient plus de 18 ans. Qui avons-nous exclu? Ceux qui étaient admis secondairement après un passage dans un autre hôpital, ceux qui avaient présenté un arrêt cardiaque pendant le transport, ceux qui n'avaient pas de fenêtre temporelle accessible, soit ceux chez qui le Doppler transcrânien n'était pas du tout réalisable, et enfin aussi ceux qui avaient manqué de données importantes pour notre étude. Nous avons obtenu des autorisations successives du chef de service d'anesthésie et réanimation de la Timone, du département d'anesthésie et réanimation des cliniques universitaires de Kinshasa, ainsi que du staff scientifique de la Timone. Nous avons recueilli nos données, elles ont été collectées par une fiche de Google Forms qui était élaborée à cet effet et qui comprenait toutes les variables d'intérêt qui étaient récoltées progressivement pendant tout le séjour des patients à l'hôpital. À l'admission des patients en réanimation, comme les outils de notre protocole de prise en charge, nous avons réalisé une sédation universelle et instantanée pour les patients, une surveillance sanglante et tous les patients étaient remplis au sérum physiologique avec un objectif de PAP à 80 mg de mercure, ainsi qu'une transfusion avec un objectif d'hémoglobine à 10 grammes. Nous avions réalisé un Doppler transcrânien à T0, c'est-à-dire à l'admission des patients, et un autre Doppler transcrânien à T1 après la pose du capteur de pression intracrânienne. Et la suite de la prise en charge était faite d'une optimisation de l'hémodynamie, du contrôle de l'oxygénation, de la réalisation d'un scanner précoce, d'une chirurgie lorsqu'elle était indiquée, du monitorage invasif de la pression intracrânienne par la pose de pic au cours de 24 premières heures et surtout du traitement de l'hypertension intracrânienne. Nous avons collecté des variables démographiques, des variables préhospitalières, hospitalières lorsque les patients étaient admis en réanimation. Le Doppler transcrânien à T0 et à T1, nous avons collecté le traitement qui était utilisé pour corriger le Doppler transcrânien anormal, des données d'imagerie médicale, des données du monitorage de la pression intracrânienne, des données biologiques et gazométriques, mais aussi des données sur le pronostic des patients. Nous avons considéré quelques termes importants et nous avons considéré comme polytraumatisé un patient qui avait au moins 2 composantes traumatologiques dans l'une engagé le pronostic vital. Nous avons établi comme pression de perfusion cérébrale un objectif entre 60 et 70 mm de mercure. Nous avons considéré un objectif de pression artérielle à 80 mm de mercure.
une pression artérielle, une pression intracrânienne normale entre 5 et 4 mm de mercure. Comment avons-nous discuté? S'agissant des caractéristiques de base de nos patients, c'était des hommes d'une quarantaine d'années. Et les caractéristiques dans les deux groupes correspondent aux caractéristiques démographiques des séries épidémiologiques de Peters. Cette tranche d'âge est la plus exposée aux accidents de la voie publique, avec une prédominance masculine, compte tenu du fait que les hommes ont beaucoup plus d'activités à risque que les femmes. En ce qui concerne l'incidence d'hypoperfusion cérébrale, notre étude a rapporté 44% de mesures anormales de l'oblong transcrânien. Ces résultats sont cohérents avec la littérature où l'incidence se situe entre 28 et 63% avec des fluctuations probablement dues à l'échantillonnage en termes de résultats différents. Nous avions obtenu des anomalies de l'oblong transcrânien chez des patients qui avaient des pressions artérielles moyennes anormalement tenues et nos résultats ont concordé avec ceux de Rad et Lazari, qui chez eux aussi, les patients qui avaient des ischémies cérébrales initiales conservaient des pressions artérielles moyennes. Ce qui suggère que la pression artérielle moyenne en elle-même est insuffisante pour s'assurer d'une pression de perfusion cérébrale adéquate. Nos résultats ont rapporté qu'il n'y avait pas de différence significative par rapport à la pression artérielle dans nos deux groupes AT0. Ces résultats concordent avec ceux d'autres auteurs tels que Villiers, qui a aussi rapporté une absence de différence significative dans ces patients qui avaient une ischémie cérébrale et ceux qui avaient des dopplers transcrâniens normaux, en dehors d'une hypoperfusion grave. La femme ne peut donc pas être un moyen discriminant pour s'assurer d'une bonne pression de perfusion cérébrale. S'agissant de l'évolution de la vélocité mesurée au doppler transcrânien à T0 et à T1, nos résultats ont rapporté une augmentation significative de la vitesse systolique et de la vitesse moyenne entre T0 et T1. Ces résultats se rapprochent de d'autres auteurs tels que Rad et Casaro. Ceci suggère que le monitorage thérapeutique et l'ajustement des traitements permet d'améliorer la pression de perfusion cérébrale et de ce fait d'améliorer les résultats de doppler transcrânien. S'agissant du traitement médical, nous avons rapporté une pression de perfusion cérébrale comparable dans nos deux groupes et une pression intracrânienne qui avait tendance à être élevée chez les patients avec doppler transcrânien anormal. Nos résultats se rapprochent de ceux de Rad, qui lui aussi a trouvé une augmentation significative de pression intracrânienne et une pression de perfusion cérébrale comparable. Nos deux résultats sont cohérents parce qu'au moment où nous posons le capteur de pression intracrânienne, nous avions déjà optimisé la pression de perfusion cérébrale. Nous considérons que c'est donc un élément indirect qui nous permet de voir l'efficacité de la stratégie que nous avons mise en place. En ce qui concerne le traitement neurochirurgical, la craniectomie décompressive et la pose de dérivation ventriculaire externe sont les traitements neurochirurgicaux de l'hypertension intracrânienne lorsqu'on a un échec du traitement médical. Dans notre série, nous avions eu 3 patients dans le premier groupe contre 2 chez ceux qui avaient des doppler contre 0 chez ceux qui avaient des doppler transcrâniens normales. Et les résultats ont concordé avec ceux de Casarous. Cela est logique parce que tous les patients que nous avions eus avec des doppler transcrâniens anormales étaient plus enclins à présenter une hypertension intracrânienne et c'est en accord avec les recommandations françaises d'experts qui préconisent actuellement de recourir à une craniectomie décompressive pour contrôler la phase initiale d'hypertension artérielle, d'hypertension intracrânienne réfractaire. Les patients avec des résultats anormaux à l'admission avaient un mauvais devenir neurologique. Et pire encore, lorsque l'ischémie persistait après optimisation de pression de perfusion cérébrale. Nous pensons donc que d'autres études plus larges sont nécessaires pour affirmer ces conclusions. Je vous remercie.
candidate pour son exposé, clair et concis. Alors, je vais donner mon appréciation sur son travail de mémoire. J'ai jugé ce travail pertinent. Il tient compte de tous les critères de l'écriture. Cependant, le travail comporte quelques effets qu'il faudrait souligner, sans que cela impacte sur la qualité intrinsèque de ce travail. Premièrement, je vais parler de la forme du travail. J'ai noté quelques erreurs de ponctuation. Si vous regardez, déjà à la page petit 4, le chiffre 20, parce que les malades qui subissent une chirurgie lourde ont besoin d'une surveillance post-opératoire adéquate. Et la neurochirurgie, pour une bonne partie de ces interventions, constitue une chirurgie lourde. Mais en réalité, quels sont les moyens que nous avons pour surveiller ces malades-là? Notre attention, chez nous, est le plus souvent focalisée sur les axos. Mais on peut tant maîtriser les axos, mais quand ce cerveau-là n'est pas perfusé, ce que nous faisons n'a aucun intérêt pour le patient. Pour perfuser le cerveau, ça a été présenté, il y a une formule, la pression de perfusion cérébrale égale à la pression artérielle moyenne moins la pression intracrânienne. Si nous avons la possibilité de calculer la pression artérielle moyenne, si avec nos machines nous avons la possibilité de lire la pression artérielle moyenne, mais dans notre contexte, nous ignorons totalement ce qui est de la pression intracrânienne. Or, il vient de nous être démontré que même dans des situations pathologiques, on peut toujours avoir une bonne pression artérielle moyenne. Ça signifie qu'une bonne pression artérielle moyenne ne signifie en réalité rien. Ce n'est pas le miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Pour savoir ce qui se passe à l'intérieur, il faut rechercher la pression intracrânienne et soustraire celle-là de la pression moyenne pour savoir si effectivement ce cerveau-là est en train d'être perfusé. Mais seulement chez nous, nous sommes dans l'incapacité de trouver des cathéters pour évaluer la pression intracrânienne moyenne. Voilà pourquoi notre candidate, arrivée en Europe, va trouver qu'il y a une alternative qui est faisable chez nous. Puisque l'échographie, dans tous nos hôpitaux, il y en a. Donc par conséquent, puisque nous avons des échographies, il suffit de savoir avec quelle astuce ils font pour regarder dans le cerveau, au travers de la boîte crânienne, pour avoir une idée de la perfusion cérébrale. C'est comme ça qu'elle a cherché à s'approprier cette technique pour que nous aussi, secondairement, à travers elle, nous puissions être outillés pour la surveillance post-opératoire de nos patients. Je ne suis pas en train de m'attendre, hein? Mais c'était une promesse. Et là, aujourd'hui, le professeur Blabla l'a dit, c'est un plus. Nos malades ne doivent pas faire tous les examens scannographiques qui soient importants, mais au moins avec cet outil, avec cette pratique, nous pensons pouvoir améliorer tant soit peu leur survie. C'est pour que ça nous donne le poste
les séquelles, on doit savoir. Donc du coup, c'était des pas très important. Et comme le code l'a dit, c'est une grâce d'avoir grâce au département. Parce qu'au-delà de toute chose, la votation de ces encadrés l'a confirmé. Et les grâces, c'est pas pour l'ensasser, c'est pas pour, c'est justement dire aux autres que ce qu'elle présente là aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ce qu'elle présente, c'est qu'elle a toujours été. Tout le monde a constaté qu'elle a présenté avec présence, elle connaissait bien son texte, et je suis satisfaite d'avoir réglé ces choses. Je serai trop satisfaite quand j'aurai mon programme. Merci. Merci beaucoup, professeur Bert, pour toutes ces éloges. Si vous avez un commentaire à faire, vous pouvez le faire. Dire non, accueillir, continuer la promesse. Bon coup. Merci beaucoup. Je prends la parole pour dans le stage. D'accord, voilà. Ce travail, comme a dit professeur Bert, nous l'avons suivi. J'étais à la présentation du projet au département d'analyse et réanimation. Et comme a dit encore le professeur Bert, notre Lukina, c'est une dame courageuse, charismatique. Bon, les gens n'ont pas cette notion, je peux dire un haut potentiel, une souple, haut potentiel, une souple. Je crois qu'elle a un quotient intellectuel comme Mozart. On va vérifier. Je disais, elle a un quotient intellectuel comme Mozart, mais on va vérifier. Dans les sous-touristes ont des valeurs de caractéristiques. Parmi ces valeurs de caractéristiques, il y a la générosité. Elle est partie en Europe, quand elle est rentrée, elle m'a amené un petit livre d'échographie. Ce sont des valeurs liées à la sous-tourance. Alors, on a fait un petit commentaire ici. Tout le pays du monde marche, avance grâce à cette valeur, la générosité. Vous devez retenir, quand on parle de fondation, on parle de ceci. Donc, si vous n'avez pas de valeur de générosité, vous ne pouvez pas faire avancer les choses. Si vous n'avez pas aimé de vos malades, vous n'allez pas chercher à les aider avec l'implantation d'une méthode de diagnostic. C'est l'amour du patient qui a fait que vous avez à cette intelligence d'allumer cet outil de travail. En fait, je voulais résumer un peu ce que vous avez dit pour les petites. Les Dopplers transcrâniens étaient des examens d'échographie simples, non évasifs, qui nous aident à voir si le cerveau est perfusé ou non, ou mal perfusé. Et nous avons vu quelques paramètres, et nous verrons que ce cerveau est en train de souffrir par manque de la perfusion. Vous avez parlé de chimie, c'est ça du chimie. Le professeur Thérèse, en analysant votre travail, elle dit qu'il y a assez de copies, des choses comme ça,
pour ceux qui travaillent, jeunes de petit travail, du travail simple, parce que c'est facile à lire. Je ne veux pas des gros travail, puisque les gros travail n'ont pas le notre pays dans le développement. Les travaux complexes nous ont amenés là où nous sommes là. Nous voulons aller vers le petit travail pour que chacun fasse sa part. Voilà, vous avez fait votre part. Vous avez donné un petit rien au département de réanimation. Alors, pour ce clôture, le concept que je vous donne, pour moi, c'était un manque de concentration, un manque d'attention. Il suffit justement d'élever. Vous avez élevé votre attention, d'élever votre concentration, vous allez élever votre souffrance. Vous allez faire des choses encore meilleures, vous allez aider la communauté. Alors, encore une chose, vous savez que les traumatisés crâniens graves sont des polytraumatismes cérébraux. Ils sont cérébraux. Quand vous êtes dans la gravité là, vous êtes dans le score de marché un peu plus bas là, c'est que dans la tête là, tout est bousillé. Et souvent, j'étais en Belgique à la carrière, tous ces malades-là n'avaient pas un bon pronostic. Parce que même quand on fait des crânotomies, des compressifs, tout ça, il y a bon professeur, il me supprime la conscience sur le fait qu'il y a des patates. Mais les traumatisés crâniens légers et moyens peuvent aussi, on peut aussi utiliser cet outil parce que leur évolution va vers, on ne connaît pas très bien leur évolution, ça peut dégénérer. Alors, en utilisant cet outil pour le traumatisé crânien léger et moyen, on peut faire plus pour la santé publique. Donc, ça c'est vraiment une bonne piste parce que les traumatisés légers, crâniens légers et moyens sont de l'ordre de environ 80%. Donc, si on utilise cet outil pour ces gens-là, on va aider la communauté à améliorer la prise en charge de ce comme ça, alors que le traumatisé crânien grave, polytraumatisé cérébral, les choses sont complexes et souvent on ne peut pas. C'est un peu ça l'intérêt que j'ai trouvé dans ce travail. Alors quand vous dites on se développe par la pensée, quand vous dites ici l'outil n'est pas là, c'est la vérité, mais on n'est pas dans la pleine conscience. La pleine conscience veut dire que nous ne fabriquons pas ces outils. Nous n'avons pas de scientifiques pour être dans la genèse de ces outils. Nous devons les importer. La voiture, nous ne fabriquons pas. Nous n'avons pas assez de véhicules, assez de tout passé. Nous ne les fabriquons pas. Nous devons importer. Les outils, quand ils sont fabriqués là-bas, c'est là où on fabrique des outils qu'on fait des études. Donc, vous connaissez, c'est là où on fabrique des outils, on fabrique des appareils de mesure, de ceci, tout ça. C'est à ce moment, dans ce milieu-là, on fait des études. Nous sommes quel type de race, ça je ne sais pas. Nous devons voir comment nous fonctionnons. Nous sommes encore dans. Nous, on est dans la consommation. Nous devons faire un effort par nos surdoués que vous êtes pour inverser la tendance. C'est ça le combat que nous devons aligner. C'est ce que nous devons comprendre la chose là, parce que vous ne pouvez pas être experte avec une pensée toujours un peu biaisée, avec des biais cognitifs. Non. On peut être dans la pleine conscience, comprendre comment fonctionnent les choses. Pour dire que les personnes ici, on n'a pas fait des études parce que nous ne fabriquons pas. Nous ne sommes pas dans la genèse de ces machines. Et nous devons acheter. Alors, comme disent les penseurs, j'ai entendu ça de la bouche d'un prêtre sur la chaîne KTO, ce sont nos surdoués qui éclairent la société. Donc, comme toi tu ne fais pas des surdoués, éclairez-nous. Voilà.
J'ai dit, je vous remercie. Alors, je vais demander, je ne vais pas une question. Vous voulez une question? Je n'ai pas de question. Je sais que je vais demander à l'auditoire s'il y a quelqu'un qui a son niveau de poser une question. Ok, alors le niveau supérieur. J'allais demander au chef du département de dépenser. Il s'est fait qu'elle n'aura pas à dépenser parce que ça sera déjà acheté. Prof Mouloua, vous avez parlé tout à l'heure d'un petit livre qu'elle vous a offert. Moi aussi, j'ai eu ce petit livre. Seulement, je ne suis pas enseignant de géographie. Je profite donc, comme les Français disent, l'occasion faisant le baron, pour demander au chef de département de radiologie et d'imagerie d'initier une formation au sein de notre département, parce que l'anesthésie locale-régionale, c'est l'anesthésie de ce pays de pauvres, parce que l'isoflurane ou le propofol n'est pas disponible au quotidien. Donc je vous demande, à l'issue de ce travail, d'envisager avec notre chef du département la formation au sein du département de l'échographie afin que nous puissions utiliser demain l'échographie dans l'anesthésie régionale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Yaben. C'est fait. Est-ce qu'il y a une question? S'il n'y a pas de question, nous, membres du jury, nous allons nous retirer pour faire l'évaluation et puis on va revenir dans quelques minutes. Merci. On se retire. Directeur de l'Université de Kinshasa, pour procéder à l'organisation de cette épreuve de fin de spécialisation en médecine présentée par le docteur Gracia Likina Ilondo en vue de l'obtention du titre de maîtresse spécialisée en anesthésie et réanimation. Attendu que le docteur Gracia Likina Ilondo, né à Kinshasa le 7 août 1989, et porteur d'un diplôme de docteur en médecine délivré par l'Université professeur du Congo, attendu que le docteur Gracia Likina Ilondo a rempli les fonctions suivantes, la fonction suivante, médecin assistant au ministre de l'Université de Kinshasa, attendu que le docteur Gracia Likina Ilondo a publiquement défendu le mémoire de spécialisation intitulé Apport du Doppler transcrânien dans la prise en charge initiale du traumatisme crânien grave, cas de l'hôpital Timone de Marseille. Attendu que ce mémoire a été jugé acceptable par les jurys pour son dépôt à la bibliothèque de la faculté de médecine. Attendu que le docteur Gracia Likina Ilondo a rempli les conditions précisées par la faculté et que les chefs de service intéressés se sont déclarés satisfaits à tout point de vue scientifique et éthique de prestation du docteur Gracia Likina Ilondo, déclarant le docteur Gracia Likina Ilondo, spécialiste en anesthésie et réanimation, avec la mention grande distinction.
Tu traverses en contact. Ça c'est quoi, hein? L'autre est Docteur Likinda Gracia. Alors nous étions là aujourd'hui pour la défense. C'est une défense de fin de spécialisation en anesthésie et réanimation. Alors mon travail de fin de spécialisation a porté sur l'apport du Doppler transcrânien dans la prise en charge initiale du traumatisme crânien grave. C'était le cas de l'hôpital La Timone, c'est un hôpital à Marseille. Alors pendant la préparation de la défense, c'est vrai que c'était quand même difficile parce que c'est très prenant, ça demande beaucoup d'efforts personnels, beaucoup de sacrifices surtout. Alors pour moi-même, je pense que c'était bien.